Bon. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence. Bienvenue à cette conférence sur le socialisme et la Première Guerre mondiale. Donc, on a le plaisir de recevoir Jean-Louis Maducange, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Je vous remercie d'avoir accepté de venir. Donc, moi, je vais présenter pendant 5 minutes rapidement juste le contexte un petit peu général, pour ensuite que Jean-Louis Maducange puisse présenter ses recherches sur le sujet. Voilà. Donc, pour faire le contexte rapidement, donc, le mouvement socialiste mondial, mais notamment français, s'est structuré depuis une dizaine d'années, et la menace de la guerre pousse les socialistes à se prononcer sur la question que faire si en cas de guerre, que faire face au péril de la guerre qui pose une question entre le rapport à la nation, à la patrie, et le rapport à l'internationalisme, puisque ce sont les prolétaires qui meurent pendant les guerres, qui s'entretuent entre eux. Donc, comment articuler ces deux notions entre l'internationalisme et le nationalisme, en tout cas le patriotisme. En France, on connaît bien le moment de rupture, ce qui apparaît comme une rupture pour le socialisme français, qui est l'assassinat de Jean Jaurès à quelques jours du déclenchement de la Première Guerre mondiale, et ce qu'on considère souvent, ce qu'on dit souvent comme étant un retournement total des socialistes français qui, jusque-là, a été dans un refus total de la guerre, se positionner comme profondément contre la guerre, et qui finalement vote les crédits de guerre et se rallie pour la majorité, pas une totalité, mais pour la majorité se rallie au gouvernement de l'Union sacrée, et font le choix de, comme le dit Gustave Hervé, cette phrase, la défense nationale d'abord, ils ont tué Jaurès, ils n'assassineront pas la France. Gustave Hervé, qui quelques années auparavant était le plus fervent pacifiste au sein de la SFIO, du Parti socialiste. Donc, ce qu'on analyse comme un retournement qui a lieu en France, mais qui a lieu aussi dans beaucoup d'autres pays, en Allemagne et d'autres. C'est un moment de rupture pour le socialisme français qui pose aussi les bases de la division qui aura lieu quelques années plus tard entre ce qu'on appellera les socialistes et les communistes, et qui sont, voilà, c'est un moment de rupture pour les socialistes en général, en France et ailleurs. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Je vais laisser parler. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous pour revenir sur cette question donc, des socialistes et de la Première Guerre mondiale. Juste pour situer un peu ce sur quoi je travaille avant de revenir dans le détail. Ça commence bien dynamique, dynamique, voilà, c'est ça. À peine, même le terme n'est pas encore déclenché. Effectivement, bon, comme vous avez rappelé, je suis professeur d'histoire et je travaille sur l'histoire des socialistes depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Et plus récemment, j'ai été amené à m'interroger sur le rapport qu'entretient la gauche à la question de la nation, la question de la souveraineté. On va tout à fait par hasard. Compte tenu du contexte politique depuis une dizaine d'années, vous savez que ces questions-là sont revenues sur le devant de la scène. Et ça me paraissait important de revenir sur les origines du débat à la fin du 19e siècle. Parce que si vous prenez toute une série de manuels sur l'histoire du socialisme et l'histoire des gauches, il est assez facile de définir la lutte contre les inégalités sociales. Il est assez facile de définir un certain nombre de positions. Et si je vous demande quelle position ont les socialistes sur la nation, vous allez me dire, bah, ça dépend du contexte. Et effectivement, vous avez raison, ça dépend du contexte. Mais il n'y a pas à proprement parler une définition fixée de la nation par la gauche et par les socialistes à la fin du 19e. Alors, je ne dis pas qu'il y a des définitions fixées sur tout, mais lorsque vous parlez de répartition des richesses, de lutte contre les inégalités, il y a un certain nombre de présupposés qui vont quand même relativement de soi. Alors que dès que vous intégrez cette question de la nation, eh bien, les choses deviennent quand même un petit peu plus compliquées. Et effectivement, le moment charnière qui va provoquer un certain nombre de divisions, c'est le moment de la Première Guerre mondiale. Alors, j'aimerais procéder en deux temps, d'abord pour expliquer un petit peu le contexte des socialistes avant 1914, parce que sans quoi on ne comprend pas le retournement radical dont vous avez parlé, en posant deux questions simples. Puis ensuite, je reviendrai sur la guerre elle-même et sur la scission entre socialistes et communistes. Qu'est-ce que le socialisme en 1914 ? Quel est l'état des rapports de force en Europe, en gros, en faisant une focalisation quand même pas mal sur la France, pour revenir sur d'autres pays, si vous voulez, dans la discussion, notamment les pays germanophones. Et puis, quelle a été l'attitude des socialistes par rapport à la question de la guerre, de la paix et de la nation
disons 30-40 ans avant 1914 très brièvement. Sans quoi, sinon on ne comprend pas ce qui se passe à ce moment-là. Effectivement, pour commencer par le dénouement, la quasi-totalité des socialistes européens votent les crédits de guerre en 1914, ce qui implique effectivement une guerre entre prolétaires, une guerre entre socialistes, une guerre entre pays, alors que l'un des premiers grands objectifs du socialisme, c'était normalement d'assurer la paix entre les peuples. Alors le socialisme en France remonte au moins aux années 1830. Bon, on attribue à Pierre Leroux l'adjectif socialiste, autour de 1832-1833, qui va donner lieu à de multiples discussions, mais qui à la base justement renvoie aux inégalités sociales et renvoie à la lutte contre l'industrialisation, dans un sens où l'industrialisation provoque de nouvelles inégalités sociales très fortes, développe, même si c'est encore timide à l'époque, un monde ouvrier relativement embryonnaire, et que par rapport à la situation dans laquelle sont jetés les ouvriers, une situation souvent misérable, extrêmement misérable, au moins jusqu'aux années 1880, il faut trouver un nouveau projet politique qui puisse répondre à tout cela. Et ce projet politique, donc, qui passe par l'égalité sociale et politique, c'est le socialisme. Pierre Leroux est d'ailleurs quelqu'un qui est figure relativement modérée du socialisme, qui ne mise pas sur la révolution radicale, c'est-à-dire un des pères fondateurs de la gauche républicaine. Et puis ensuite, dans les années 1840-1850, vous allez avoir plusieurs termes qui vont se généraliser. Le premier d'entre eux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le terme communiste, qui renvoie à une acception plus radicale, notamment pour ce qui concerne la propriété privée. Il y a un banquet qui se tient à Belleville, qui n'est pas encore à cette époque-là intégré à Paris, un banquet communiste, qui marque une délimitation par rapport à l'adjectif socialiste. Un moment clé aussi, c'est la révolution de 1848. Il y a la révolution de février, c'est la deuxième république en France, et en juin 1848, il y a une insurrection ouvrière qui est violemment réprimée par, entre guillemets, des républicains d'ordre, premier rang desquels Cavaignac, et face à eux, vous avez des ouvriers qui sont déjà en partie sensibilisés aux idées socialistes. Et vous allez avoir un courant socialiste républicain qui est finalement à ce moment-là hétérogène entre ceux qui veulent assurer l'ordre avant tout, même s'il faut corriger les inégalités sociales à la marge, et ceux qui veulent aller plus loin et porter un projet d'émancipation sociale totale. À ce moment-là, il n'y a pas de parti socialiste en tant que tel. Il y a le fameux manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, c'est 1848, mais parti, à ce moment-là, ne veut pas dire, entre guillemets, le parti moderne, structuré, hiérarchisé. C'est encore un petit peu le sens de la Révolution française, c'est-à-dire c'est plus une sensibilité de groupes d'individus autour d'une idée, mais il n'y a pas d'organisation structurée. Plus on va avancer chronologiquement, plus l'industrialisation va être importante dans un certain nombre de pays européens, et plus les socialistes vont se structurer, s'organiser. Le premier grand moment, et là ça nous renvoie directement à la question de la guerre, c'est la question de l'Association internationale des travailleurs, dite dans l'histoire première internationale. C'est la première fois en 1864, donc c'est à St. Martin's Hall, que s'est fondée à Londres, proclamer une internationale où des travailleurs de différentes nationalités veulent s'unir pour défendre leurs intérêts par-delà les frontières, leurs intérêts de classe, leurs intérêts sociaux, mais il y a aussi en arrière-plan l'idée qu'au cas où une guerre devrait se déclencher, évidemment il y en a eu beaucoup quand même pendant un certain nombre de siècles, des guerres dynastiques, il y a l'idée que le socialisme, la gauche, le prolétariat et les républicains avancés, c'est ceux qui doivent tout faire pour assurer un monde fraternel au niveau de la justice sociale, on dirait aujourd'hui, ce n'est pas les termes de l'époque, et au niveau donc de la paix dans le monde. Pour la petite histoire, la première internationale s'est fondée contre l'intérêt des dirigeants des pays européens, puisque c'est Napoléon III qui avait envoyé une délégation ouvrière à Londres dans un objectif d'intégrer les ouvriers à l'empire bonapartiste, enfin celui du Second Empire, mais en fait les ouvriers français sont rentrés en contact avec des ouvriers anglais à Londres en 1863-1864, et c'est à la suite de ça qu'ils ont fondé une internationale. Ensuite, le pays où ça va, un des pays où le mouvement socialiste va jouer un très grand rôle, et en réalité le plus grand rôle, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas encore unifiée en 1864, elle l'est en 1870, mais elle l'est unifiée, comme vous savez probablement, à la suite d'une guerre. Et déjà, la question du rapport des socialistes à la guerre s'était posée. Bismarck, le chancelier de la Prusse, va unifier l'Allemagne sous hégémonie prussienne, et à ce moment-là, les socialistes doivent déjà se positionner par rapport à la guerre, puisque c'est une guerre franco-prussienne, enfin franco-allemande, on dit parfois qu'importe, c'est un peu un détail pour le sujet de ce soir, mais là où c'est pas un détail, c'est qu'il y a l'idée de qu'est-ce que l'on fait lorsqu'il y a une attaque d'une armée étrangère sur notre sol, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Il faut savoir que par exemple, Marx et Engels, donc ils vivent encore tous les deux à ce moment-là, Marx meurt en 1883 et Engels en 1895, ont différentes positions selon
le moment de la guerre, mais au final vont considérer que s'ils ne sont pas bellicistes et militaristes en tant que tels, bien sûr, comme le mouvement ouvrier le plus avancé de l'époque est plutôt en Allemagne, et bien finalement le fait que la Prusse ait gagné la guerre, ça va permettre le développement de l'Allemagne, qui est enfin unifiée, et du mouvement ouvrier allemand. Donc je résume un peu à l'extrême, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de position pacifiste. D'ailleurs, le mot pacifiste était mal vu par les socialistes avant 1914. Le pacifisme, c'était pour les bourgeois, c'était le pacifisme des élites. Eux, ils parlaient davantage d'antimilitarisme, par exemple. Donc il n'y a pas en soi de position sur guerre, paix, nation, pas nation, entre guillemets, tout dépend des circonstances. C'est là où parfois il y a des limites au texte de l'époque, parce qu'il y a quelque sorte de, moi j'appelle ça une sorte de stratégisme, c'est-à-dire qu'à force de faire de la stratégie sur « Ah oui, mais non, mais là, vous comprenez, on va se faire écraser par les armées étrangères, mais c'est bien parce que le mouvement ouvrier de l'autre côté va pouvoir croître, et ensuite les prolétaires, vous voyez, bon, c'est des calculs politiques qui ne sont pas toujours évidents à mener. Toujours est-il que, malgré cela, né au moment, dans ces années 1860, au moment de la guerre franco-prussienne, d'une certaine manière, ça fait revivre l'idée d'internationalisme, c'est-à-dire littéralement la paix entre les nations portée par le mouvement ouvrier, parce que donc il y a l'unité allemande, et puis il y a évidemment l'événement de la Commune de Paris, qui a une dimension sociale très forte, on pourra en parler longuement, mais la Commune n'est pas le sujet de ce soir, et aussi une dimension patriotique qui n'est pas négligeable. Parce que les canons que les futurs Versaillais vont récupérer aux insurgés sur la butte Montmartre sont des canons de défense face à l'envahisseur. Les armées allemandes, prussiennes, restent jusqu'en 1873 en territoire français. Donc la Commune, c'est aussi une réaction sociale et patriotique face à l'envahisseur. Donc on voit bien que ces questions-là s'étaient déjà posées au moment de la guerre de 1870. Alors qu'est-ce qui se passe après? Il y a un développement absolu. Alors oui, et juste en passant quand même, les deux dirigeants du mouvement ouvrier allemand, August Bebel et Wilhelm Liebknecht, n'ont pas voté les crédits de guerre en 1870 lors de la guerre franco-allemande. C'est la première fois qu'on a des refus de crédit de guerre par des socialistes. Et ça restera très fort dans la mémoire. En plus, vous savez peut-être que Wilhelm Liebknecht est le père de Karl Liebknecht, celui qui sera un dirigeant, un des premiers fondateurs du communisme allemand à la fin de la Première Guerre mondiale. Toujours est-il qu'après cela, donc, qu'est-ce qui se passe? L'unité allemande est faite, l'industrialisation connaît un bond spectaculaire en Allemagne bismarckienne, le plus spectaculaire de l'histoire européenne, et ça va mécaniquement accroître le nombre de grandes industries, et face à cela va se créer une force d'opposition. Je vous passe l'histoire des sigles et des différentes tendances, mais le Parti social-démocrate allemand. Et ce Parti social-démocrate va résister assez héroïquement aux attaques de Bismarck dans l'opposition, et va finir par s'imposer. Et plus on va avancer chronologiquement, plus vont se poser donc les questions de rivalité entre les pays. Parce que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a l'industrialisation, il y a la constitution du mouvement ouvrier, mais il y a aussi pour toutes les grandes puissances un défi majeur, étendre son territoire dans le domaine colonial. L'Allemagne est arrivée tardivement sur ce terrain, mais va vouloir rattraper la France et la Grande-Bretagne. Et donc dans le champ des rivalités, il y a bien évidemment les puissances continentales, mais il y a ce qui se passe dans le domaine colonial. Et donc les socialistes, parmi les multiples problèmes auxquels ils doivent se confronter à ces questions-là, nationales, coloniales, de paix ou de guerre éventuelle. Alors, pour rester sur la France pour le moment, l'histoire du mouvement socialiste français est beaucoup plus compliquée d'une certaine manière que ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, le mouvement est unifié assez vite pour toute une série de raisons. En France, c'est une grande dispersion à laquelle on assiste. Si vous me demandiez vraiment l'origine du Parti socialiste, quand est-ce que la première fois qu'il y a eu un Parti socialiste avec des revendications, une plateforme sur toute une série de questions, notamment la question de la guerre, bon, le premier parti, c'est le Parti ouvrier qui est écrit en 1879, notamment par Jules Guesde et quelques autres. Donc il y a un congrès qui se tient à Marseille, qui sera dans la mémoire militante pendant longtemps surnommé l'Immortel Congrès. C'est le premier congrès où vous avez toute une série d'associations ouvrières, de nature d'ailleurs assez différente, c'est très bigarré, qui créent une organisation. Et ce parti ouvrier a une signification particulière parce que les dirigeants socialistes français de ce moment-là vont aller voir Karl Marx, qui est à Londres, qui est réfugié, qui a été accueilli, qui a été chassé d'Allemagne et de différents pays, chassé de France aussi, parce que était révolutionnaire, et les considérants du Parti ouvrier vont être corrigés par Karl Marx. Donc là, on entre de plein pied dans le socialisme contemporain, avec donc un programme socialiste d'inspiration entre guillemets marxiste qui marque la première phase du mouvement socialiste français. Après, vous allez avoir toute une série de divergences entre différentes tendances du mouvement socialiste sur un certain nombre de points.
Vous allez avoir ceux qui vont être davantage attachés au régime républicain, quand d'autres vont dire que la République est une supercherie. Ça c'est une grande importance. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec la République en France? La République, donc, troisième du nom, proclamée le 4 septembre 1870, donc à la fin de la guerre, dans un contexte de débâcle militaire. Les communards sont d'une certaine manière très républicains, mais républicains de tendance socialiste. Le socialisme est alors très pluriel. Mais ce socialisme-là a un rapport assez compliqué à la République. Adolphe Thiers, celui qui a réprimé la Commune de Paris, et toute une série de républicains qu'on peut qualifier ensuite de républicains conservateurs, sont, si je puis dire, pour une république avec des institutions parlementaires, avec des élections, au suffrage universel masculin. Mais face à eux, vous avez des socialistes qui se réclament aussi de la République, mais qui veulent aller plus loin. Et celui qui va être bientôt l'emblème de tout ça, c'est Jean Jaurès. Mais vous avez une grande partie du mouvement socialiste qui va être longtemps et durablement méfiant à l'égard des idées républicaines, car pour eux, la République, c'est aussi ceux qui peuvent tirer sur les ouvriers. On aura ça comme débat pendant toute une longue période. Alors, ce qui est l'emblème de cela avant-guerre, c'est la rivalité entre Clémenceau et Jean Jaurès. Clémenceau, qui est connu pour jouer un rôle très important pour la Première Guerre mondiale. Clémenceau est un radical, on dirait aujourd'hui plutôt donc centre-gauche, et il s'affronte à Jean Jaurès sur une série de points, notamment sur l'attitude par rapport à ce qu'il appelle l'ordre républicain. Et l'ordre républicain, selon Clémenceau, est un ordre qui ne doit pas aller vers la critique de la propriété privée, qui ne doit pas aller vers le socialisme. Alors que pour quelqu'un comme Jean Jaurès, c'est quelqu'un qui effectue en quelque sorte le chemin inverse. Jean Jaurès, dans les années 1880, donc il est élu en 1885, première fois à la Chambre. C'est quelqu'un qui c'est le cadet de l'Assemblée, il a 27 ans, il est très jeune. C'est un député qui est républicain, entre guillemets, modéré. Alors on dit à l'époque opportuniste. Les opportunistes à ce moment-là, c'est ceux qui sont proches de Jules Ferry, donc ceux qui sont tout à fait pour la laïcité, la laïcisation de l'école, mais qui sont par exemple très modérés sur le plan social et totalement colonialistes. C'est le fameux Jules Ferry, qui est surnommé Ferry-Tonquin, c'est la conquête de l'Indochine. Je vous fais grâce du détail des conquêtes coloniales, mais tout ça se passe en même temps l'extension gigantesque de l'Empire colonial français. Donc ça joue beaucoup dans la vie politique. Et donc Jaurès, lui, va aller progressivement vers le socialisme au début des années 1890. Et c'est intéressant la façon dont le chemin qui le mène au socialisme, parce qu'il y a deux choses fondamentales. Il y a une chose qui s'est entre guillemets déroulée dans ses murs, puisque Jaurès était donc un normalien agrégé de philosophie et qui avait d'excellentes relations avec le bibliothécaire de l'époque, qui est Lucien R. Et c'est à la suite de toute une série de discussions politico-philosophiques que Jaurès en vient à considérer le socialisme comme partie intégrante du républicanisme qu'il défend, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. De l'autre côté, Jaurès est un élu, il restera d'ailleurs toute sa vie, il refusera toutes les circonscriptions à Paris qu'on lui proposera, on peut dire que dans la vie politique française ensuite tout le monde fera ça, mais qu'importe. Il restera toujours dans le Tarn, à Castres, et à Castres à l'époque, il y a beaucoup de mineurs, c'est les mineurs de Carmaux dans sa circonscription. Il va être très sensible au monde ouvrier. Jaurès vient plutôt d'un milieu relativement aisé, il y a des amiraux dans sa famille, il n'est pas du tout d'un milieu qui aurait des antécédents, des grands révolutionnaires. Et il découvre et il est sincèrement touché par la misère ouvrière, par tout ce qui se passe, par la grève, la lutte. Et donc son socialisme va être une sorte de mélange de considérations théoriques, philosophiques, face à l'état du monde tel qu'il est, mais aussi une prise en compte des intérêts matériels réels d'une partie du monde ouvrier. Donc voilà, on a une configuration avec un socialiste qui a différentes sensibilités, donc à la fin du 19e siècle. Ce socialisme va durablement se déchirer. Le socialisme va finir par être unifié en France en 1905. Donc c'est la création de la section française de l'Internationale ouvrière. D'ailleurs, ce vieux nom du Parti socialiste n'est pas anecdotique, parce que ce n'est pas un parti socialiste français, entre guillemets, c'est une section française d'une internationale plus large. Et il avait été créé en 1889, plutôt à l'initiative de la social-démocratie allemande, c'était le plus puissant, une grande internationale à Paris, où l'idée c'était d'unifier les efforts des socialistes par-delà les frontières, pour défendre des intérêts sociaux communs, mais aussi pour éviter tout risque de guerre comme il y avait eu en 1870. Et encore une fois, le risque de guerre est perpétuellement là, puisque les grandes puissances s'opposent sur un certain nombre de choses, notamment sur le terrain colonial. Et c'est là qu'effectivement, vous allez avoir des divergences entre socialistes sur notamment la question républicaine. J'ai pris de manière un peu schématique tout à l'heure, enfin schématique à l'époque, c'est aussi schématique, c'est-à-dire que certains socialistes vont refuser de s'intégrer, comment dirais-je, au dispositif républicain à cause de ce que je viens de dire, Clémenceau, la répression contre les ouvriers et autres. Et d'autres vont au contraire faire le pari
que la promesse républicaine peut être élargie, on peut l'emmener plus loin, on peut, entre guillemets, prendre ce qu'il y a, le rouge du drapeau bleu-blanc-rouge, et l'emmener vers le socialisme. C'est la perspective jaurésienne, et c'est celle-ci qui va globalement dominer le socialisme français au début du XXe siècle. Alors avant la SFIO, vous avez eu plusieurs partis socialistes, il y a un parti socialiste de France, un parti socialiste français, tout le monde se réclamant de la même étiquette, donc c'était un grand bazar pour ceux qui souvent me posent la question des divisions diverses et variées, et je ne parle pas du contexte immédiatement actuel, mais depuis 15 ans que je fais des conférences autour de ça, il y a une tradition de division et même d'un point de vue organisationnel qu'il y a beaucoup moins dans d'autres pays. En Allemagne, si vous parlez avant 1914, tout ce qui est un peu syndicalisme révolutionnaire, parce qu'il y a la CGT en France qui est plutôt insurrectionnel, tout ça en Allemagne existe en fait dans le cadre de la social-démocratie. Vous avez une sorte d'immense parti qui condense toutes les sensibilités. Alors que la tradition française est plutôt de créer des organisations sous forme autonome, bien qu'il y ait des moments aussi d'unité. Alors, cela étant placé et dit, quelle est l'attitude donc par rapport à ces questions république, nation, qui continuent à animer les débats à gauche jusqu'à aujourd'hui? Alors je pourrais vous prendre, non pas mille et un exemples, je pourrais quasiment vous tous vous les prendre, donc j'ai effectivement fait mon habilitation à diriger des recherches sur ce débat-là, sur les débats autour de la nation entre 1880 et 1914. Bon, il y en a un qui me paraît emblématique, parce que ça croise des Français et des Allemands, et tous les Français ne sont pas d'accord entre eux, et tous les Allemands non plus. Mais ça croise toutes les problématiques socialistes de ce moment-là. Je vais vous prendre un exemple. Alors, je voulais au début vous lire des extraits des discours, mais je préfère les résumer, ça sera probablement plus parlant, d'autant qu'en fait, bourré de références à l'actualité de l'époque, c'est pas forcément toujours très évident à comprendre. Alors, juste avant l'unification du socialisme français en 1905, je l'ai dit, SFIO, Section France Internationale Ouvrière, il y a eu un grand congrès de l'Internationale Socialiste en 1904, à Amsterdam. Ce congrès avait à l'ordre du jour différents points, que faire en cas de guerre, notamment. Et parmi les questions qui se posent, il y a la question française. Alors, mettez-vous dans le contexte de l'époque, les gens voyagent très peu, ils restent beaucoup dans leur pays, beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières ne quittent même pas leur ville ou leur région. C'est assez émouvant d'ailleurs, parce que les délégués ouvriers, lorsqu'ils vont à un congrès dans un pays étranger à Amsterdam, c'est la première fois, et pour certains la dernière fois de leur vie, qu'ils sortiront. Parce que là, le fait d'avoir un billet de train pour aller à l'étranger, aller parler avec des socialistes d'autres pays, c'est quelque chose qui est à proprement parler extraordinaire à ce moment-là. Donc dans ce contexte-là, vous avez une grande controverse autour de la question républicaine en 1904 à Amsterdam. Alors l'arrière-plan, c'est beaucoup de sociodémocrates allemands ne comprennent pas pourquoi un pays comme la France, qui a une longue tradition révolutionnaire qu'on n'a pas l'Allemagne, 1789, 1848, la Commune, encore des survivants de la Commune à ce moment-là qui sont présents, comment se fait-il que finalement il n'y ait pas de socialisme unifié? Et il y a un débat, Bebel prend la parole, qui est l'équivalent de Jean Jaurès en Allemagne, où il dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous, Français, vous avez une république, nous, Allemands, nous ne l'avons pas, c'est interdit même de se réclamer de la république en Allemagne à ce moment-là, alors que votre république, finalement, ne vous permet pas de vous unifier en tant que socialiste, et ne vous a pas permis non plus d'aller très loin sur le plan social. » Je fais une parenthèse, pourquoi c'est important? Il faut voir que l'Allemagne de Bismarck a donné aux ouvriers allemands des assurances sociales assez avancées pour l'époque, plus avancées que la Troisième République. Et donc du coup, il y a une partie socialiste française qui se dit « Ben oui bien camarades, la République c'est nul ». Je préfère paraphraser. Vous avez des Allemands qui ont le Kaiser, Guillaume II, qui ont longtemps Bismarck, c'est notre chancelier à ce moment-là, qui ont une puissance impériale, les aigles prussiens, tout ce que vous voulez, et d'un point de vue social, sur un certain nombre de points, c'est plus avancé que la République. Et là, Jaurès prend la parole et fait un grand discours en disant « Évidemment, vous n'avez pas la République, nous l'avons, nous n'avons pas la force du mouvement ouvrier organisé, mais nous avons quand même une force propulsive et un projet politique qui peut aller plus loin et qui va aller plus loin. » Et alors en plus, il y a un jeu, vous citiez en introduction de manière un peu ironique Gustave Hervé, qui est effectivement le plus à gauche que tout le monde pendant cette période-là et qui est le plus à droite en 1914, mais ça arrive à plein de gens, mais quand même. Et c'est vrai, c'est pas le premier, ni le dernier, mais vous avez en Allemagne en fait toute une partie pas tous, mais des socialistes qui emploient un argument très à gauche pour dire à quoi bon réclamer la République, nous avons des avantages sociaux beaucoup plus avancés, ça leur permet de pas avoir de problème avec le pouvoir, parce que c'est quasiment interdit de se réclamer de la République. Donc vous avez un débat comme ça, qui n'est pas inintéressant à restituer, d'autant que ça pose une question au bout du compte. Ça pose la question du patriotisme. C'est si vous avez des intérêts sociaux communs à l'échelle internationale. Bon, c'est une chose. Mais que allez-vous faire en cas de conflagration guerrière? Qu'allez-vous faire si l'État, votre gouvernement,
vous demande d'aller combattre l'adversaire national parce que vous considérez comme agressé qu'une armée étrangère envahisse votre territoire et autres. Et là, si vous prenez les déclarations des uns et des autres, globalement, il y a un niveau de généralité où tout le monde dit plus ou moins, s'il y a une attaque d'agression, les socialistes peuvent se joindre à la défense nationale puisqu'il s'agit de répondre à une attaque. Il s'agit en aucun cas, bien sûr, d'être à l'initiative de cette attaque. Donc vous avez des débats autour de cela, mais il est vrai que l'aile gauche la plus internationaliste, alors parmi les figures les plus connues à ce moment-là, pas si connue mais qui sera connue après, Rosa Luxembourg, en plus il y a très peu de femmes dans les congrès socialistes à ce moment-là, donc ça vaut la peine d'être rappelé. Il y a les plus à gauche, comme Rosa Luxembourg, avancent et parviennent même à gagner, au moins dans les textes, dans les congrès, l'idée selon laquelle, en cas de conflit, notamment entre la France et l'Allemagne, parce que c'était quand même là le grand enjeu, puis bon, il y a une question territoriale, vous savez, l'Alsace-Lorraine a été prise par l'Allemagne en 1870 et autres, par de Francfort, bref, eh bien, si vous avez une situation comme ça, il faudra avancer vers la grève générale des prolétaires, car seul, on aime bien le mot en français à l'époque de producteur, il faut que les producteurs cessent de travailler, car si tout le monde cesse de travailler, vous ne pouvez pas acheminer les armées, armements, etc. Et les prolétaires refuseront d'aller se battre. Et là-dessus, vous avez, au moins dans les mots, un consensus assez fort de l'internationale socialiste sur ces questions. Alors, c'est plus compliqué dans les faits, mais ça permet aux petits groupes sociodémocrates de l'époque, notamment en Europe de l'Est, qui sont persécutés par leur gouvernement et qui sont souvent aux quatre coins de l'Europe, notamment les futurs bolcheviks, qui sont à ce moment-là très peu connus, mais qui sont dans l'internationale socialiste. Lénine, par exemple, participe à ces congrès, mais à l'époque très peu connu, et bien de penser que s'il y a déclenchement de la guerre, les socialistes seront en mesure de l'arrêter parce qu'ils sont de plus en plus forts. Il faut se mettre dans leur esprit, c'est des gens qui ont connu des groupuscules, des toutes petites organisations dans les années 60-70, je parle des plus âgés, et qui, quand même, en 1904, 1905, commencent à avoir des organisations nationales, unifiées. C'est des gens qui passent de scores ridicules aux élections de 1 ou 2% à 10, 15, 20. Et par exemple, en 1912, au Reichstag, donc, qui est le parlement allemand de l'époque, la première puissance, le premier groupe parlementaire, c'est le groupe parlementaire SPD. Il ne gouverne pas parce qu'il fait en gros un tiers des voix et tous les autres sont contre lui. Mais c'est une force d'opposition absolument considérable. Donc il y a cette idée-là qu'on pourra résister aux sirènes du nationalisme. Cela dit, si vous regardez de près, on voit que les positions sur les questions nationales ne sont pas les mêmes chez les uns et chez les autres. Bon, tout d'abord, il y a la question de est-ce que la nation, est-ce que le patriotisme, c'est quelque chose d'important. Comme je disais tout à l'heure, il y a un côté parfois instrumental chez certains. Certains vont dire, bon, défendre le territoire, défendre la patrie, ça dépend dans quelles circonstances, ça dépend ce que c'est. On aura ces débats-là aussi avec le monde colonial ensuite. On ne considère pas de la même manière le nationalisme d'une métropole, d'un grand pays puissant, et le nationalisme d'un peuple opprimé dans le monde colonial. Donc ces débats-là ont toujours existé. Mais il y a la question de, on dirait, l'appartenance à, je n'aime pas dire identité nationale, parce que ça renvoie aujourd'hui à toute une série de débats. Moi, en soi, d'ailleurs, les termes ne choquent pas forcément, mais ils sont instrumentalisés dans d'autres contextes. Mais en tout cas, l'idée selon laquelle vous appartenez quand même à une nation, avec son histoire, pas forcément entre guillemets ses valeurs, mais ses repères historiques. Et puis, il y a un problème qui se pose à beaucoup de socialistes, et l'idée que, parce que le pari longtemps, c'était l'appartenance de classe, l'appartenance sociale, la question sociale, la lutte même pour les retraites, on est dans les premières réformes sur les retraites à ce moment-là, tout ça va permettre de combattre le nationalisme, et chacun aura une appartenance de classe qui sera plus importante que l'appartenance nationale. Ça, c'est le pari historique était plutôt quand même celui-ci. Dans les faits, c'est pas ça qui se passe, et ce qui est intéressant en France en plus, c'est que vous avez à la fois un renforcement du sentiment d'appartenance qui va de pair avec un amoindrissement, mais pas une disparition des langues régionales. Ça a bien été montré par plusieurs historiens. Il y a la petite patrie et la grande nation ne s'opposent pas forcément. Vous savez, Jaurès, quand il va faire ses meetings dans le Tarn, à l'époque, si vous voulez être écouté, il faut savoir parler occitan. Parce que vous avez une partie de la population, notamment dans les classes populaires et dans les petites villes, qui ne parle pas français ou qui le comprend très mal. Mais ça n'empêche pas, même ceux qui parlent occitan, d'avoir une appartenance de plus en plus forte à la République française. Donc vous avez des appartenances multiples qui entrent en ligne de compte. Après, plus vous allez avancer vers 1914, plus vont se poser les questions donc, de réarmement, de militarisme dans le mouvement socialiste. Jean Jaurès lui propose une solution
qui est celle en gros d'une réforme radicale de l'armée qui serait plutôt une armée défensive. Il a un projet de loi qui est déposé au Parlement qui s'appelle l'Armée nouvelle en 1911, qui n'est pas accepté mais qui forme un de ses ouvrages les plus structurés. Et face à cela, vous avez une partie du mouvement socialiste, alors, notamment Rosa Luxembourg que je citais juste avant, qui trouve que les gens comme Jean Jaurès vont trop loin dans l'idée qu'on pourrait, entre guillemets, démocratiser l'armée, s'en servir au cas où. Ce qu'il faut savoir qu'il y a une vieille tradition socialiste qu'on retrouve au XXe siècle, mais qui va peu à peu s'évaporer, parce que l'armée va être de plus en plus contrôlée par l'État, puissante, etc. Mais c'était l'idée de milice ouvrière au départ. C'était l'armement général du peuple. La Commune de Paris, c'était un peu ça. C'était l'idée qu'on ne doit plus avoir d'armée permanente, on ne doit plus avoir de militaires ultra spécialisés là-dedans, et le peuple doit être en capacité de s'armer lui-même. Alors c'est une perspective socialiste progressiste, mais qui évidemment n'a pas la même signification selon les pays, parce que vous avez cette tradition-là aux États-Unis, mais qui n'a rien à voir avec la tradition socialiste, hein, de l'armement entre guillemets général du peuple. Mais c'est plus que ces gens me disent ah mais donc c'est comme aux États-Unis, chacun a le droit d'avoir son arme, et on peut se défendre, on supprime l'armée. Non, c'est pas, ça vient pas du tout de la même histoire. Mais il y avait quand même ça. Il y a une suspicion à l'égard de l'armée organisée. Donc Jaurès avance plutôt une réforme de l'armée. Des gens comme Rosa Luxembourg avancent un internationalisme entre guillemets plus vigoureux, par certains aspects on pourrait qualifier d'abstrait, avec l'idée selon laquelle il faut refuser tout ancrage dans la nation, dans le patriotisme, sinon on risque de virer au chauvinisme. Et ça, entre guillemets, l'aile gauche ou l'extrême gauche du mouvement socialiste partage cela, bien qu'il y ait des différences. Cela étant, donc, il y a des grandes résolutions votées par l'international à plusieurs reprises. Ça commence à Stuttgart en 1907 et c'est répercuté ensuite dans les autres congrès, et selon laquelle, s'il y a guerre, les socialistes feront tout pour l'en empêcher. Et c'est là où on arrive donc à ce moment clé de la Première Guerre mondiale. Le suspense n'est pas extraordinaire, vous allez rappeler, tout le monde sait comment ça se termine, mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est comment se fait-il que le tout pour empêcher n'a pas fonctionné. Alors, c'est pas évident à comprendre parce que jusqu'à fin juillet 1914, avant même l'assassinat de Jean Jaurès, jusqu'au dernier jour, vous avez des grandes manifestations pour la paix, et en Allemagne, et en France. Vous avez bien sûr un chauvinisme, un nationalisme qui existe dans des fractions importantes de la population, hein, parce que, ce que vous évoquiez un peu côté, il faut de présenter un peu la recherche du monde socialiste. Le problème, quand vous travaillez sur un courant politique, en plus ils aiment bien les débats, ils publient beaucoup de textes, c'est que vous avez tendance à vous plonger dans les débats internes de tout ça, qui sont extrêmement riches et ils pèsent de plus en plus. Il ne faut jamais perdre de vue que toute une partie de la population, non seulement n'est pas socialiste, ce n'est pas une grande découverte, mais par réaction à l'augmentation des voix socialistes, prend peur et pense sincèrement qu'il va y avoir une dissolution de la nation parce que le socialisme progresse. Et il faut se rendre compte que pour les différents courants nationalistes, avant 1914, l'idée d'une internationale socialiste, c'est l'horreur. C'est l'idée selon laquelle une organisation supranationale peut décider au-delà des parlements nationaux, etc. Donc tout d'abord, une des raisons qui va expliquer qu'en 1914, les socialistes n'ont pas pu empêcher la guerre, c'est quand même qu'il y avait des franges entières de la population qui étaient travaillées par des courants chauvins et nationalistes. Je ne vais pas parler de l'affaire Dreyfus, on va y revenir, mais c'est l'action française est très forte à ce moment-là. Il y a dans les manuels scolaires, tous les petits Français, les petits Allemands ont été quand même nourris à l'idée selon laquelle il y avait soit une revanche à prendre, soit un pays hostile en face. Donc ça, vous avez beau faire de la propagande socialiste de gauche pendant des années, expliquer que vous avez une conception même un peu différente de la nation, que le socialisme, ce n'est pas l'abolition de la nation, mais que c'est avoir une vision positive du pays non belliciste, eh bien, il est toujours difficile de résister dans ce genre de cas. Il y a aussi le fait que, je disais tout à l'heure, plus on avance chronologiquement, plus il y a l'industrialisation, mais il y a entre guillemets ce qu'on appelle aujourd'hui des acquis sociaux de part et d'autre. Je parlais des assurances sociales de Bismarck, mais la Troisième République n'a pas rien fait avant 1914. C'est la première loi sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910. C'est en 1906, je vous évoquais Clémenceau. Bon, Clémenceau, c'est Dixit, la CGT de l'époque, c'est le briseur de grève. Et puis quand on brise les grèves à l'époque, on enferme en prison quelques jours la moitié du bureau confédéral de la CGT et il y a des dizaines de morts lorsqu'on réprime les manifestations. Donc ça rigole vraiment pas. Autant vous dire qu'on a de bonnes raisons de leur en vouloir. Mais en même temps, Clémenceau veut une république d'ordre et en même temps, il crée le ministère du Travail en 1906. Il y a entre guillemets des lois qui vont dans le sens social. Donc c'est quelque chose d'un peu compliqué. Et donc, les uns et les autres ont une appartenance plus forte à leur pays, aussi parce que les classes dominantes, sous pression du mouvement socialiste, ont su composer
quand même avec cela. Ce qui fait que lorsqu'il va y avoir le déclenchement de la guerre, eh bien, toute une partie de la population, donc, par réflexe patriotique, s'engage, mais du côté des socialistes, il est aussi compliqué de faire c'est compliqué de faire comme si tout ça n'existait pas. Donc une sorte d'acclimatation réciproque des deux pays, une nationalisation des enjeux, le fait qu'aussi, ça peut nous paraître évident aujourd'hui, mais pour la vieille génération ça ne l'était pas, c'est le suffrage universel masculin dans ces différents pays. D'ailleurs, là où on refusera le plus les crédits de guerre, les députés russes à la Douma, les Bulgares, les Serbes, quelques Britanniques, c'est pas totalement négligeable, mais souvent la majorité d'entre eux sont des gens qui évoluent dans des régimes extrêmement autoritaires, ils ont peu de liberté publique, alors que là vous avez des choses. Donc c'est pas la même, il y a ça qui est important. Alors, vous pouvez me dire, oui d'accord, il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte, mais comment se fait-il qu'il n'ait pas protesté au niveau parlementaire, parce que la majorité n'était même pas menacée? Bon, tout d'abord, il y a une obligation dans un contexte de guerre quasiment, de risque d'être arrêté, même si on sait que les socialistes qui étaient dans ce qu'on appelle le carnet B, c'est-à-dire le carnet qu'il fallait faire intervenir, où il y avait tous les antimilitaristes qu'il fallait arrêter en cas de guerre, il y avait quand même une chape de plomb qui pesait, qui faisait qu'il était difficile de se mobiliser contre. Et c'est ça qui n'est pas à prendre. Il y avait la conviction de part et d'autre, évidemment vous allez me dire que c'était mal vu, mais que la guerre serait très courte et que les uns allaient écraser les autres, et donc finalement un vote de crédit de guerre n'allait pas être si historique et si important que cela. Il y a quelqu'un comme Édouard Vaillant, qui était un communard très connu en 1871, qui a joué un rôle fondamental. Édouard Vaillant, lorsque vous lisez comment il justifie le ralliement des crédits de guerre en 1914, il dit écoutez, la commune de Paris, moi je suis communard, en 1871, nous avons été attaqués par l'armée prussienne, nous avons défendu Paris. De nouveau, l'armée allemande, alors le début de la guerre, c'est l'armée allemande qui viole la neutralité de la Belgique pour pénétrer en France. Bien, pour un certain nombre d'entre eux, c'est les réflexes patriotiques qu'ils ont déjà eu préalablement. Donc il n'y a pas d'opposition avec leurs convictions. Alors, vous avez un vote unanime, donc des crédits de guerre en France, vous avez un vote unanime en Allemagne, qui est fait au nom de la discipline de parti. C'est intéressant ce qui se passe en Allemagne, parce que c'est formellement l'Allemagne qui est la puissance qui agresse. Donc on aurait pu dire, les socialistes vont en Allemagne être un peu plus oppositionnels qu'en France. En réalité, ils l'ont été dès le début, simplement, ils ont obéi à la discipline du groupe parlementaire. Ça, c'est aussi une sorte de retournement historique. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la discipline d'un groupe parlementaire? C'est l'idée selon laquelle, lorsque le groupe parlementaire a décidé de voter quelque chose, tous les députés votent, même ceux qui étaient contre initialement. Bien. À l'origine, la tradition entre guillemets libérale bourgeoise, c'est plutôt de dire chaque député fait un peu ce qu'il veut en fonction de ses convictions. On n'est pas dans des trucs hiérarchiques, pyramidaux, etc. Et c'est plutôt à l'origine, dans l'histoire de la social-démocratie allemande, la gauche du parti qui a imposé au parti l'idée qu'il devait y avoir une discipline de vote. De dire attendez, vous n'allez pas faire chacun fait ce qu'il veut, parce que en fait l'aile droite du Parti social-démocrate voulait un peu imposer ça. Donc ceux qui sont les plus à gauche et qui sont contre les crédits de guerre, ils sont minoritaires, hein, mais votent tous pour, bien qu'étant contre en leur fort intérieur. En plus, le truc terrible, c'est que celui qui va lire la déclaration qui vote les crédits de guerre était contre personnellement, c'est Hugo Haase qui la lit, mais il était contre, simplement, au nom de la discipline collective, il le fait. Donc vous avez évidemment un consensus très fort à ce moment-là qui va déchirer le socialisme, mais il y a l'idée que ça ne va pas durer longtemps, que ce n'est pas si grave et qu'on verra un petit peu plus tard. Évidemment, ce n'est pas ce qui va se passer pour toute une série de raisons profondes. C'est une chose. Et puis, il y a une partie du socialisme qui est à l'aise, en fait, si je puis dire, avec la situation, qui pense que c'est l'occasion pour les socialistes d'accéder enfin aux responsabilités gouvernementales. Et vous allez avoir, dès août 1914, des ministres socialistes français qui vont participer au gouvernement. Les plus connus d'entre eux, donc, c'est Albert Thomas, qui va être ministre de l'Armement, et qui, comme socialiste, entre guillemets, modéré, se retrouve assez bien dans cette situation. Quelqu'un comme Marcel Samba, et quelqu'un comme Jules Guesde, qui était l'introducteur du marxisme en France, celui qui avait été chercher Karl Marx à Londres en 1880 pour faire les considérants du Parti ouvrier. Lui considère qu'en cas d'agression, il faut répondre, et il dit la lutte des classes reprendra ses droits plus tard. Il n'y a pas d'opposition pour lui, il dit voilà, il est ministre, alors c'est plutôt un symbole parce qu'il est ministre sans portefeuille, il est très âgé, il est très malade, mais il vient au gouvernement pour dire
même l'aile gauche du mouvement socialiste se rallie à l'Union sacrée, il fait rien, il dit pas grand-chose. C'est comme si vous avez un ministre aujourd'hui qui représentait juste un courant pour dire « je suis solidaire du pays ». Voilà. Et ça, c'est une démarche que beaucoup de socialistes partagent à ce moment-là. Alors, il est clair que plus la guerre va avancer, plus les oppositions au sein du mouvement socialiste vont grandir. Dès l'automne 1914, certains vont crier à la trahison en disant qu'on a fait des choses qui sont contradictoires avec ce que proclamaient les socialistes avant 1914. C'est pour ça que moi je ne suis pas toujours convaincu quand les gens disent, vous savez, ah mais oui, les socialistes en 14 ont été comme un seul homme, étaient pour la guerre, ils ont totalement trahi ce qu'ils ont dit juste avant. Puis, en fait, dès le départ, bon, certains le font, comment dirais-je, pas de bon cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis dès l'automne 14, et plus vous allez avancer dans le conflit, plus il va faire un nombre de victimes important. Il faut s'imaginer ce que ça pouvait être la Première Guerre mondiale en termes de victimes humaines, en termes de conflagration générale. Et bien, plus quand même le mouvement socialiste va être déchiré par des contradictions très fortes. Et 1915, 1916, 1917, 1918, et pour dire les choses très schématiquement, plus la guerre va durer, plus le mouvement socialiste va exploser de part et d'autre sur cette question-là, sur cette question de la guerre. Et c'est là qu'il va y avoir des contradictions qui sont particulièrement intéressantes pour comprendre donc, le mouvement socialiste. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la question de la guerre, en guerre cette fois, et sur la question de la nation, bien sûr que vous retrouvez en partie les lignes de clivage d'avant la Première Guerre mondiale. Et vous allez avoir des gens qui ont une cohérence de bout en bout, comme Rosa Luxembourg, qui sont les plus internationalistes, et qui vont être contre la guerre tout au long du chemin, qui vont même être emprisonnés pour cela, Karl Liebknecht aussi. Donc voilà, vous allez avoir des socialistes qui, d'une certaine manière, de l'autre côté, comme Albert Thomas, qui sont des gens cohérents, qui étaient des socialistes très modérés avant 14, qui étaient pour des alliances larges, et à qui ça ne pose pas de problème de participer à l'effort de guerre. Au contraire, même, c'est une sorte de réformisme appliqué en guerre. Mais vous allez avoir aussi des socialistes qui étaient plutôt modérés avant la guerre et qui vont être totalement horrifiés par tout ce qui se passe et qui vont faire partie des, pas forcément parmi les premiers, mais qui vont être dans l'opposition à la guerre à partir de 1916 puis 1917. Vous avez des gens en Allemagne, comme Karl Kautsky et Edouard Bernstein. Bernstein, c'était le père du réformisme, du révisionniste, il était considéré comme l'aile droite du Parti social-démocrate. Bien lui, il va se retrouver plutôt dans le camp des pacifistes dès 1917. En 1917, en effet, a eu un événement important. Vous allez me dire la Révolution russe, évidemment, mais cette même année, alors que je vous disais justement que la tradition allemande était plutôt une tradition d'unification, il y a une scission dans le Parti social-démocrate allemand, se crée un parti indépendant, assez peu au départ, mais qui va prendre en ampleur. Et ce Parti social-démocrate indépendant de 1917 est un parti qui scissionne notamment sur cette question de guerre et de paix au nom des résolutions internationales d'avant-guerre, qui trouve inadmissible que l'on continue à faire cela. Et surtout, il y a un événement considérable qui va bouleverser de fond en comble le socialisme européen puis mondial, et cette fois-ci aussi dans le monde colonial. On dirait quelques mots du monde colonial parce que ça a quand même une grande importance pour la suite. C'est la Révolution russe. Alors, la Révolution russe, comme vous savez probablement, se déroule en deux temps. Il y a une première révolution, comme on disait à l'époque, démocratique bourgeoise, c'est-à-dire avec une république, des institutions parlementaires, même si elles, de fait, elles ne se mettront jamais en place. Et puis vous avez surtout, dans un contexte de radicalisation politique et d'apparition de ce qu'on appelle les soviets, les conseils ouvriers, alors, qui ont des fonctions très diverses selon les pays. Les conseils ouvriers, c'est pas qu'en Russie, c'est en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, enfin en Pologne, vous allez me dire c'était en Russie à ce moment-là, mais il y a toute une aspiration très forte à la démocratie par en bas qui surgit. Vous savez, les conseils ouvriers, les soviets, parfois dans certains endroits, c'était les organes de ravitaillement des ouvriers et des soldats pour assurer le minimum vital. C'est une sorte d'organisation de la population par en bas pour faire face à l'horreur de la guerre. Mais dans d'autres endroits, c'est plus politisé, et de revendications anti-guerre, on va passer à des revendications plus hostiles au régime, pour la paix, pour le socialisme dans certains cas. Et je n'ai pas le temps de revenir dans le détail là-dessus, mais le courant le plus radical de la social-démocratie russe, donc, qui est le bolchevisme, le bolchevique, alors, ça veut juste dire majoritaire en russe, c'était issu d'une scission du Parti social-démocrate russe, eh bien, vont conquérir le pouvoir en octobre-novembre 1917, et à partir de là, effectivement, vont commencer à proposer un modèle de socialisme alternatif qui va avoir un grand impact dans toute l'Europe et dans le socialisme français. Alors, comment se positionne le socialisme français dans ce contexte-là ? Alors, il n'y a pas à proprement parler de scission, comme en Allemagne, mais il y a un retournement. Tous ceux qui étaient ce qu'on appelle le socialisme de guerre, incarné par celui qui avait formellement succédé à Jean Jaurès en 1914,
la tête de l'humanité, c'est Pierre Renaudel et autres, et bien, il va y avoir un retournement d'alliance avec des figures qui, pour certaines, seront ensuite des figures célèbres du mouvement communiste, comme Marcel Cachin. Il y a Marcel Cachin qui va être un de ceux qui va fonder le Parti communiste en France, donc va être dans la nouvelle majorité du Parti socialiste qui va être anti-guerre. Mais en fait, Marcel Cachin, en 1914, il est aussi pour l'union sacrée. Il n'y a pas de continuité absolue, etc. Vous avez des retournements de situation, y compris à l'échelle individuelle. Et donc, dans le contexte de la Révolution russe, dans le contexte donc, de lutte sociale de plus en plus ample, de fraternisation aussi, même si c'est minoritaire et controversé, de mutinerie, c'était inenvisageable en 1914, de remontée des grèves. Il faut savoir que certains pays vont connaître tout simplement les grèves les plus puissantes de leur histoire. En janvier 1918, une grève qui se déclenche en Autriche-Hongrie à partir de janvier 1918. Et cette grève d'Autriche-Hongrie, regroupe des centaines de milliers de travailleurs, c'est une des plus grandes grèves de l'histoire du pays. Et ça va entraîner toute une série de pays dans la Révolution. Alors, le propre de la France, c'est qu'elle ne va pas être marquée par un processus révolutionnaire à proprement parler. Bon, d'abord parce que ça va être un pays vainqueur de la guerre, ce qui joue évidemment beaucoup, contrairement à l'Allemagne ou l'Autriche, où il va y avoir véritablement une révolution, des conseils ouvriers et toute une organisation alternative de la société, au moins dans un premier temps. Et en France, au sein des socialistes, il va y avoir un grand débat sur qu'est-ce que l'on fait par rapport au bolchevisme, par rapport à la fin de la guerre, et comment on recompose, entre guillemets, le Parti socialiste à partir de cette situation-là. Alors, bon, il y a de nombreuses interprétations et de nombreux débats qui ont eu lieu à propos de cela. Le premier d'entre eux a souvent été, qu'aurait fait Jean Jaurès, vous en avez pas reparlé parce que vous l'avez redit en introduction, Jean Jaurès ayant été assassiné juste avant la guerre, est-ce qu'il aurait voté les crédits de guerre? Est-ce qu'il se serait soulevé juste après contre l'Union sacrée pour dire quand même le mal qu'il en pensait? Est-ce qu'il se serait rallié à la Révolution russe? Jusqu'où la première révolution jusqu'au bolchevique? Bon, on peut refaire tout le débat, il n'est pas là, il n'a pas été là pour en parler. Mais ce qui est certain, c'est que dans ceux qui se réclament de Jaurès, dans ceux qui se réclament d'un socialisme républicain, pacifiste, etc., il y avait des divergences avant 14, je vous l'ai dit, mais la figure de Jaurès est immensément respectée du fait qu'elle est une figure martyrologique, mort juste avant les événements. Et à partir de là, tout le monde se réclame plus ou moins des mêmes figures, et on va essayer de reconstruire le socialisme dans ce contexte-là. Alors, il y a un mot qui est employé par un historien qui n'est pas inintéressant, qui est de dire le socialisme, pourquoi beaucoup d'entre eux vont se tourner vers le communisme à ce moment-là, pourquoi le communisme va avoir un impact si fort à la fin de la guerre en France. Et il parle de régénération. Régénération, bon, c'est un vocabulaire qu'on emploie aussi pour l'histoire de la Révolution française, c'est-à-dire l'idée que dans un contexte tout à fait terrible de guerre, de débâcle, bon, il y a une révolution qui surgit, pas sur votre sol mais en Russie, et qu'on va pouvoir, entre guillemets, régénérer l'humanité, revenir aux fondamentaux du socialisme d'avant-guerre. Après cette terrible épreuve, et bien finalement, il y a un côté quasiment positif à la guerre, c'est que ça va permettre au socialisme de retrouver ses vraies valeurs. Ça, c'est un sentiment qui est difficile à comprendre, difficile à expliquer, mais qui parcourt quand même beaucoup de socialistes européens, même en Allemagne. Imaginez le nationalisme allemand à la fin de la Première Guerre mondiale, ce que ça provoquera en plus comme conséquence politique sur la République de Weimar. Mais vous avez des socialistes en 1819, à la fin de la guerre, dans un pays qui a été battu militairement sévèrement quand même, qui disent, bon, finalement, est-ce qu'il ne fallait pas en passer par là, parce que c'est la première fois qu'il y aura une république en Allemagne, est-ce qu'il ne fallait pas en passer par là pour qu'il y ait véritablement une révolution, etc. Donc il y a l'idée que cette configuration-là, aussi horrible soit-elle, il faut se mettre dans le contexte que beaucoup de gens ont perdu des proches, beaucoup de gens étaient à la guerre, reviennent mutilés éventuellement, donc tout ça joue beaucoup. Et le socialisme donc, de cette époque-là, beaucoup de délégués socialistes aux différents congrès vont vouloir, entre guillemets, retrouver le chemin du socialisme d'avant 1914. Et donc il va y avoir une sorte de processus de radicalisation. Alors en plus en France, il y a un arrière-plan qui n'est pas neutre. Je vous disais tout à l'heure, les Français, les socialistes français comme les autres Français, ont baigné dans la culture républicaine à l'école. Dans le désir de revanche, vous n'aurez pas, là c'est la Lorraine, on chantait ça pour dire qu'un jour les Français retrouveraient leur territoire et autres, bien sûr. Mais il y avait aussi quand même une culture républicaine issue de la Révolution française qui était présente. Et ça ne comptait pas pour rien. Et puis comme je vous l'ai dit, il y avait aussi entre guillemets des acquis sociaux de cette époque-là. Et dans l'imaginaire français, la Révolution, et socialiste tout particulièrement, la Révolution ça joue un rôle très important parce que aucun autre pays d'Europe, je dis ça par chauvinisme, mais n'a eu autant de processus révolutionnaires en positif. Et il y a l'idée quand même
que même quelqu'un comme Jaurès, qui est plutôt républicain, qui pense que les institutions républicaines, c'est quelque chose de fondamental, qu'on ne peut pas tout abolir, tout reconstruire à partir de rien, c'est quelqu'un qui reste profondément attaché à l'idéal révolutionnaire et à l'idée qu'il faut changer de fond en comble les rapports sociaux et politiques. Ce n'est pas le cas, c'est le moins qu'on puisse dire, chez tous les socialistes européens. Pourquoi? Parce qu'il y a cet arrière-plan de la révolution de 1789, etc., qui est encore très présent. Et lorsque se déclenche la révolution en Russie en 1917, l'imaginaire révolutionnaire revient chez tout le monde, de dire est-ce que 1917 en Russie, c'est 1789, est-ce que c'est une nouvelle révolution? C'est très important. Et puis, la Russie, c'était un pays tsariste, c'était le pays de l'oppression par excellence. Il y avait une russophobie extrêmement forte dans toute l'Europe parce que aussi c'était un régime très autoritaire. Et lorsque vous lisez Jaurès avant en 14, il y avait eu une première révolution russe en 1905 et il y avait eu à un moment donné l'espoir de voir une république russe émerger. C'était vraiment un espoir gigantesque pour les socialistes français parce que l'idée que la Russie puisse devenir une république, non seulement c'était la preuve que l'humanité n'était pas condamnée à vivre sous le joug de dictateurs, de tsars, etc., mais pour les alliances militaires, c'était bien parce que c'était l'idée, par exemple, que la République française aurait pu s'allier à une République russe face à des dynasties centre-européennes, les Habsbourg, les Hohenzollern, enfin ceux qui gouvernaient l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Donc il y avait tout ça dans l'imaginaire. Donc, bien sûr qu'il y a la Révolution russe, la fin de la guerre, tout ce que ça implique. Mais dans l'imaginaire français, c'est très important d'avoir ça en tête, de dire oui, finalement, la Révolution russe, en plus, elle se fait au nom du socialisme. Tout ce qui est autoritarisme des bolcheviks dans un premier temps, là, je ne comprends pas très bien, ils ne savent pas exactement ce qui se passe, mais il a dit qu'enfin, la République est imitée de part et d'autre. Et la République, c'est quand même à l'origine plutôt la République française. Donc tout ça est présent. Vous avez des gens qui vont se rallier au bolchevisme, au communisme dans un premier temps, au nom de ça, au nom d'une promesse en quelque sorte française. Ce que nous avons commencé, nous, Français, 1789, puis voir le moment robespierriste, la Convention, 1793, et finalement, c'est les Russes qui prennent le relais. Alors, quoi qu'on pense de l'affirmation de ça a posteriori, on pourrait discuter du contenu, mais c'est très présent. Par exemple, les historiens de la Révolution française en Sorbonne, le plus connu c'est Albert Mathieu, qui écrit une brochure, qui était socialiste, mais qui écrit une brochure sur le bolchevisme et le jacobinisme, et il fait le parallélisme systématique. Il y a une guerre civile en Russie contre les bolcheviks, et bien il dit, nous Français, la Première République, il y a eu aussi une guerre civile, nous l'avons défendue, les armes à la main, et tout ça. Et même des gens comme Alphonse Sola, un historien aussi de la Révolution, mais qui est très modéré, centre-gauche on dirait aujourd'hui et autres, dans un premier temps, a même de la sympathie pour la Révolution russe, parce que pour lui, c'est la réplique de ce qu'ont fait les Français. Et donc, ça c'est... on ne peut pas comprendre le basculement de beaucoup de socialistes vers le communisme sans avoir ça en tête. Les Russes reprennent en quelque sorte ce que nous, Français, nous avions initié. Alors effectivement, on assiste à un processus qui, pour partie, n'a pas son égal dans d'autres pays européens, qui est le basculement, dans un premier temps, parce qu'après ça va changer rapidement, enfin quand même, au Congrès c'est ça, d'une majorité de délégués du 18e congrès du Parti socialiste, qui se tient à Tours en décembre 1901, c'est le fameux congrès de Tours, on dit c'est le congrès de création du Parti communiste. En fait, à proprement parler, c'est le basculement d'une majorité de socialistes aux conditions d'international communiste, entre guillemets, au bolchevisme. Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, il y a évidemment le dégoût de la guerre, l'entrain pour la révolution russe, et puis il y a eu un débat à ce moment-là entre trois positions au congrès de Tours. Il y avait une position qui était pro-bolchevique, celle qui va l'emporter, autour de Marcel Cachin, une position entre les deux qui était portée par Jean Longuet, qui était aussi un proche de Jean Jaurès, et une position hostile au bolchevisme qui est portée par Léon Blum, qui devient très connu à ce moment-là, qui était un proche de Jean Jaurès à l'Humanité, qui a joué un rôle d'ailleurs dans les cabinets ministériels pendant la Première Guerre mondiale, et qui lui garde, comme selon l'expression consacrée à ce moment-là, la vieille maison, c'est-à-dire qu'il va refuser de se joindre aux conditions du bolchevisme. Mais, dans un premier temps, le Parti socialiste, la majorité du Parti socialiste, se transforme en quelque sorte en section française de l'internationale communiste, qui va devenir quelques années plus tard le Parti communiste français. Et ce qui explique cela, c'est largement l'idée du refus de la guerre, du dégoût de la guerre bien sûr, de la solidarité avec ce que représente la Russie, et puis de l'idée que l'on retrouve entre guillemets le socialisme des origines. Et il ne faut pas non plus, alors là je parle pour ceux qui ont les conceptions les plus élaborées du socialisme à l'époque, pas non plus négliger le fait que donc il y a l'arrière-plan révolutionnaire du socialisme français, mais il y a aussi, comment dirais-je, le fait que c'est en France qu'il y a eu un premier parti ouvrier, dont une partie des revendications étaient écrites par Karl Marx.
Et la révolution bolchevique se fait au nom du marxisme, donc il y a l'idée que comment dirais-je, tout ça se passe. Je ne vous dis pas que chaque délégué était parfaitement au courant des dates, dit certains, mais c'est le propre des imaginaires politiques. Parce que souvent les gens me disent après, ah mais toi tu travailles sur les textes élaborés, les congrès, la philo, la théorie, mais personne ne comprend rien à l'époque. C'est pas un argument idiot, parce qu'effectivement, ceux qui sont à même de maîtriser tous les tenants et les aboutissants de ce genre de logique sont peu. Mais simplement, ça a des effets, parce qu'il y a de la propagande dans les organisations politiques, il y a une éducation, il y a une acculturation, et quand bien même vous ne connaissez pas, entre guillemets, les dates par cœur des révolutions, de tout ce qui se passe, vous êtes travaillé par un imaginaire politique qui correspond à celui-ci. Je pense qu'en France, il est tout à fait important de dire ça. Très important parce que ça, c'est l'enflammé du congrès de Tours, mais assez vite, le Parti socialiste va reconquérir ensuite ses positions en France. C'est eux qui vont garder globalement les députés, les municipalités, et le Parti communiste, parce que finalement, beaucoup de gens s'étaient enflammés en se solidarisant avec la révolution russe, va ensuite plutôt décliner. Et c'est un processus assez exceptionnel, parce que par exemple, si vous comparez avec l'Allemagne, c'est tout à fait autre chose qui s'est passé. Pour vous dire les choses brièvement, le Parti communiste allemand a été créé au tout début de l'année 1919, donc avant, dans un pays où il y avait une social-démocratie qui venait d'arriver au pouvoir, qui était gigantesque et très bien implantée, et le Parti communiste allemand, lorsqu'il se crée, est tout petit, groupusculaire. Il ne devient qu'un parti de masse lorsqu'il arrive à faire scissionner toute une partie des sociodémocrates qui avaient scissionné déjà en 1917, en 1920. Juste avant le congrès de Tours, c'est au congrès de Halle, donc vous voyez aussi des messages qui circulent, ce qui aussi a fait basculer beaucoup de congressistes à Tours, c'est la venue de Clara Zetkin, qui était celle qui est une des grandes dirigeantes de la social-démocratie allemande d'avant 14, qui a basculé côté communiste et qui a créé, donc, comme vous savez probablement, la journée nationale des femmes du 8 mars, donc une très grande popularité. Et puis c'est comme au Luxembourg, il y a très très peu de femmes. C'est encore pire en France qu'en Allemagne, puisqu'il y a à peu près 8 à 9% de femmes dans la social-démocratie allemande avant 14, dans la SFIO c'est 1%, donc c'est vraiment très limité. Et donc une femme arrive pendant le congrès de Tours, alors en plus elle est interdite de séjour en France, en tant que pro-bolchevique, etc., émis du gouvernement français. Elle arrive du congrès de Halle, qui s'est tenu quelques semaines avant en Allemagne, où ils ont réussi à créer un parti communiste allemand fort. Et elle arrive au congrès de Tours, donc il y a tout un cérémonial, ils mettent la lumière au dernier moment, elle est entourée par un service d'ordre gigantesque. Et elle parle un peu français en plus, elle vient apporter le message des bolcheviks, et là évidemment, c'est une Allemande, juste après la guerre, elle vient au nom du message bolchevique, et donc là il y a tout un contexte qui explique aussi, si je puis dire, l'emballement des délégués à ce moment-là. Toujours est-il que c'est de ce moment-là, et c'est de cette expérience-là que naît quand même la grande division entre socialistes et communistes, parce que si les communistes déclinent assez vite dans les années 20, ils redeviendront une force centrale et durable à partir du Front populaire, donc en 1935-1936 et au moins jusqu'aux années 1970. Donc, et cette matrice-là sera beaucoup répétée dans les milieux militants. L'horreur de la guerre, la trahison des socialistes en 14, l'idée que le communisme a finalement renoué avec ce qu'était le socialisme d'origine, parce que, évidemment, il y a cette division entre socialistes et communistes. Mais les communistes, et c'est aussi le cas beaucoup dans les pays germanophones, le communisme se veut être, non pas finalement ceux qui tirent à boulet rouge sur les socialistes, vous pourrez le faire très bien, mais bon, mais de dire, les vrais socialistes, c'est nous. Et ceux qui étaient avant 14 déjà là, et pour partie en plus il y en a qui sont encore là effectivement, et ceux qui viennent même lointainement de la Révolution française, puis il y a toute une construction même historique de dire il y avait des guerres des paysans au XVIe siècle, les anabaptistes, enfin, nous sommes la continuité de cette longue histoire. C'est important parce que pour travailler une identité politique, il faut avoir tout ce pédigré historique. C'est à mon avis un des enjeux des 30-40 dernières années, là je parle d'aujourd'hui, c'est que la dissolution de la mémoire historique, même élémentaire dans les organisations de gauche, fait qu'effectivement, vous ne savez plus pourquoi vous avez une identité particulière, une identité spécifique, donc il n'y a pas de raison non plus de la cultiver si elle apparaît comme quelque chose de complètement désincarné et abstrait. Alors, je vais bientôt du coup terminer, plutôt à l'échange, comme convenu, simplement pour ne pas vous dérouler désormais tout ce que ça a impliqué pour le XXe siècle, tout cela, mais dire quand même quelques mots sur ce qui était un peu l'interrogation de base, c'est-à-dire les socialistes et la Première Guerre mondiale, c'est les socialistes et la paix. Alors, la paix, c'est une question compliquée, vous allez me dire c'est votre généralité, on n'a pas beaucoup de risques, mais le pacifisme va devenir une chose extrêmement compliquée après 1910-1919 dans les rangs de la gauche. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, paix, pacifisme, le pacifisme était même pendant longtemps un terme réfuté
car c'était la paix entre élites, entre bourgeois, on dirait aujourd'hui entre guillemets bien pensants. C'était l'antimilitarisme, il fallait lutter contre, parce que le militarisme, c'est l'emprise de l'armée sur la société, enfin, c'est plus large. Et donc après 1918, le mouvement communiste va dans un premier temps professer un antimilitarisme radical, aussi un anticolonialisme radical, hein, ça fait partie des conditions au congrès de Tours d'adhésion à l'internationale communiste. Il faut faire de la propagande dans ces colonies et il faut aider les peuples à s'émanciper. Hein. Parmi les grands présents au congrès de Tours, il y a Ho Chi Minh, hein, le futur dirigeant de l'indépendance du Vietnam. Donc, tout ça joue beaucoup de choses. Et je fais juste une parenthèse, après je viens sur l'histoire du pacifisme avant de conclure. Pour moi, si vous voulez, parce qu'évidemment, toujours après, le communisme, le bolchevisme, le stalinisme, ça a été affreux, horrible. Bon, on peut en discuter en plus sur un certain nombre de points, mais je pense que ce qu'ont très très bien vu, à mon avis, la direction bolchevique à la fin de la guerre, c'est d'abord, je rappelle un peu les bolcheviques en Russie, la première chose qu'ils fait, c'est un décret sur la paix. Ils ont compris que l'aspiration à la paix allait leur attirer des sympathies, mais c'est qu'ils ont bien vu qu'il y avait un enjeu à jouer, entre guillemets, sur les questions de nationalité, notamment dans le monde colonial. Parce que le mouvement socialiste avait quand même timoré sur les questions coloniales. Ils ont longtemps pensé qu'il fallait réformer plutôt l'empire colonial. Peut-être que c'est des choses qui se discutent, d'ailleurs, éventuellement dans le contexte, mais les bolcheviks ont vu qu'avec la guerre mondiale, il n'y aurait plus d'issue, et qu'avec la nouvelle phase que décrit Lénine de l'impérialisme, en gros, ça allait craquer partout dans les colonies et que les communistes allaient gagner de l'ampleur à soutenir ces revendications. Ça, c'est, à mon avis, important à rappeler. Je reviens à la question du pacifisme. Pour en rester à la société française, il va y avoir une aspiration extrêmement forte à la paix, notamment dans les rangs de la gauche, pour des raisons légitimes. Je vous l'ai dit, beaucoup de gens ont un parent, un proche qui est mort à la guerre. Il y a aussi les mutilés, et le propre des anciens combattants. Une thèse très connue d'Antoine Pro à une époque sur les anciens combattants, en France, qui vont cultiver quand même une culture républicaine relativement pacifiste et autre. Il ne faut pas de nouveaux conflits. Donc le pacifisme est très répandu. Et ce pacifisme-là est à plusieurs entrées. Pourquoi ? Parce que une des conséquences de la Première Guerre mondiale, pour le dire là aussi un peu schématiquement, c'est que dans certains pays, ça va amener des pouvoirs nationalistes aux commandes. Le premier, le plus célèbre, c'est le gouvernement fasciste, la marche sur Rome de Mussolini en 1922, qui n'est pas une petite interrogation pour le mouvement ouvrier international, parce que Mussolini était très connu dans le mouvement socialiste avant 1914. C'est un des principaux dirigeants du Parti socialiste. Et donc il emmène avec lui des franges du mouvement ouvrier, quoique évidemment sur d'autres bases. Donc le fascisme, bien évidemment, il va y avoir en 1933 le nazisme en Allemagne, et tout ça va poser la question à toutes les forces politiques, mais aussi aux socialistes et aux communistes, peut-on être pacifiste absolument, dans tous les cas, lorsque vous avez des régimes autoritaires en face de vous? Est-ce que faut-il laisser aux frontières de votre pays, démocratique, libéral, mais justement, par exemple, ça c'est l'intelligence, vous allez me dire, je ne vais pas dire du bien de tous les dirigeants soviétiques, ça a commencé à faire louche, mais c'est indépendant, parce que pour le coup Staline n'en était pas convaincu, mais Dimitrov, le président communiste, qui est un bourreau et un tortionnaire sur plein d'aspects, mais voit très vite qu'il va falloir défendre quand même les démocraties bourgeoises au bout d'un moment pour résister au reste. Et donc l'idée qu'il faut défendre au moins la démocratie libérale face à l'autre, donc ça pose la question à terme de est-ce que si on entre en guerre pour x, y raison, quand le régime est terrifiant, est-ce qu'on peut se défendre? Vous savez, ce qui a convaincu, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pas tout dire, mais les sociodémocrates allemands d'être en guerre contre la France en 1914, c'est qu'ils étaient alliés à la Russie. Et quand vous êtes en Allemagne, l'Allemagne c'est frontalier à la Russie, tous les pays qui sont entre les deux aujourd'hui sont occupés par un empire. La Russie c'est l'horreur, le niveau de russophobie et d'hostilité à l'égard de l'empire tsariste pour toute une série de raisons est maximal en Allemagne. Vous dites que vous allez combattre contre les Russes, il n'y a aucun problème si vous voulez. Voilà. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, et du coup le pacifisme va être une des grandes questions qui va déchirer aussi le Parti socialiste dans les années 1920. Alors, un emblème de ça, si je vous parle de Léon Blum, vous connaissez au moins de nom, vous savez que ça va être le chef de gouvernement de Front Populaire en 1936. C'est quelqu'un qui a eu une mémoire longtemps négative chez les communistes pour une raison sur laquelle je vais revenir rapidement, mais qui est plutôt une image positive dans leur collectif, c'est comme le Front Populaire, etc., les acquis sociaux. Mais Léon Blum est par exemple le reconstructeur du Parti socialiste après 1901, la vieille maison. Et il y a un autre personnage qui à l'époque est tout aussi important que lui, qui s'appelle Paul Faure, qui reconstruit le Parti socialiste. On parle de Paul Faure, on regarde c'est qui ce mec-là, quoi. À juste titre, il a totalement disparu de la mémoire collective. Pourquoi? Il incarnait dans la SFIO, avec d'autres, le pacifisme radical. Au nom, on ne veut plus ça, on ne veut plus de la guerre. Et c'est pas un petit argument quand on voit ce que c'était la Première Guerre mondiale. Et le pacifisme radical
de Paul Fort, parmi d'autres, mais je dis Paul Fort parce qu'il était très connu à l'époque, il a complètement disparu dans la collective, l'ont emmené jusqu'à la collaboration avec Vichy en disant de toute façon il faut la paix à tout prix. Ça me demanderait une explication plus longue, hein, parce qu'on dit souvent comment se fait-il que la Chambre de Front Populaire ait voté les pleins pouvoirs à Pétain à part quelques-uns. Non mais c'est une réalité historique, ce n'est pas une petite question. Parmi les choses qu'il faut rappeler, le thème du jour c'est guerre et paix, il y a ce pacifisme radical, de dire on ne peut pas faire la guerre à quelque prix que ce soit. Donc ça peut vous mener très loin politiquement. Et c'est entre parenthèses, hein, à l'heure, je suis toujours un petit peu amusé quand les gens se réclament et disent le Front Populaire c'est extraordinaire, on va refaire le Front Populaire, parce qu'au bout d'un an ça a complètement éclaté, ça s'est très mal fini, mais bon, je ne veux pas du tout être prophète de mauvais augure, mais c'est toujours un peu, allez, alors, 36 c'est super, vous savez, il y a 37 et 38, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais bon, bref. Et ils votent quand même le plein pouvoir à Vichy pour une grande partie d'entre eux, mais enfin bon, je m'arrête là. Quand même, non mais, prenons les choses étape par étape. Une fois les grèves dont ne souhaitait pas d'ailleurs toute une partie des dirigeants du Front Populaire initialement, hein, les grèves de mai-juin 1936, qui sont déclenchées par l'espoir du Front Populaire, qui est un programme extrêmement minimal, au départ, donc c'est des congés payés qui n'étaient pas dans le programme du Front Populaire, ça les accords Matignon, hein, rapidement la coalition va se diviser sur toute une série de terrains. Il y a un grand discours de Blum qui est connu de 1937 qui est la pause, disant on a fait déjà des réformes sociales importantes, n'allons pas plus loin, nous allons effrayer toute l'autre partie de la population française qui est plutôt sensible à la droite, il y a la montée des nationalismes, il y a le nazisme en Allemagne, etc. Mais ce qui amène concrètement à la première campagne du Parti communiste contre, entre guillemets, le Front Populaire, enfin contre l'esprit, c'est la question de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, c'est quoi? C'est le putsch de Franco contre la République espagnole. Et donc se pose la question d'une éventuelle intervention militaire pour aider les républicains contre les fascistes. Et là, c'est pas du tout le débat, oh là là, il faut la paix. Et donc, et Blum n'arrêtera pas de dire, le slogan du Front Populaire, c'est quoi? C'est, puisqu'on parle de choses qui sont compréhensibles par les larges masses, c'est pain, paix, liberté. Donc pain, l'augmentation des salaires, liberté, les libertés face aux fascistes, etc. Et paix. Et paix, c'est-à-dire, la paix, au bout d'un moment, c'est vous faites tout pour ne pas vous engager dans des conflits militaires, quand bien même vous avez plutôt la sympathie pour tel ou tel camp. Donc c'est un débat extrêmement compliqué. Alors maintenant, beaucoup d'études historiques ont été faites. En fait, Blum a en sous-main aidé davantage les républicains espagnols que ce qu'on a dit habituellement. Ils ont quand même fourni pas mal d'armes, d'avions, etc., de munitions, tout en ne prenant pas part officiellement. Mais ça a été un débat, je vous disais Paul Fort, mais plein de socialistes sont par contre, Blum est un peu hésitant, puis il est à la tête de la coalition, donc il faut qu'il fasse attention, et disent non, c'est la paix, la paix, la paix, jamais un soldat français, jamais on ne recommencera ça, etc. Et ça montre bien la difficulté de la question du rapport à la guerre et à la paix que peut avoir une gauche dans une circonstance historique donnée. Parce que là, évidemment, ce qui déclenchera notamment donc, la crise du Front Populaire, c'est quand même ça, parce que les communistes vont s'engager beaucoup dans les brigades internationales, qui par ailleurs sont largement instrumentalisées par Moscou, mais c'est encore une autre question. Mais ce n'est pas une petite question, parce que on a parfois l'impression que les questions de politique internationale n'intéressent pas beaucoup, vous savez, la population. Mais par contre, ça intéresse beaucoup les partis et les gouvernements, même si leur population ne s'intéresse pas tant que ça, ils sont obligés de prendre part. C'est difficile d'évaluer le niveau de solidarité qu'il pouvait y avoir avec l'Espagne républicaine dans les années 1930, ou le niveau de solidarité avec l'Espagne franquiste, donc je parle en France. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une division de la population, et probablement beaucoup de Français, objectivement, ne voulaient pas s'engager dans un nouveau conflit. Voilà, donc j'ai évoqué. Donc c'est un débat extrêmement compliqué, et qui quand même va amener à l'échec du Front Populaire. Il y a toute une conjoncture internationale, et c'est comme ces questions internationales-là qui ont beaucoup joué. Donc voilà, je voulais exposer... il y aurait d'autres conséquences, et puis il y a toute une mémoire de la Première Guerre mondiale, et puis vraiment la Seconde Guerre pose d'autres questions. Et voilà, je voulais en gros évoquer ces différentes choses-là. Et puis, je crois que, je finis vraiment là-dessus, après je me tais, mais moi je trouve, là je parle plus pas de la situation actuelle au sens de l'immédiateté politique, et de la réflexion stratégique sur la longue durée. Je suis toujours frappé, mais moi je suis peut-être le premier à être fautif, hein, c'est que les questions militaires, de guerre, de paix, d'armée, étaient des questions extrêmement travaillées et théorisées pendant longtemps par beaucoup de socialistes et communistes, quel que soit leur point de vue. Alors je ne dis pas que ça n'intéresse plus personne aujourd'hui,
Mais la tendance plutôt structurelle des gauches européennes, et c'est évidemment une conséquence de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'idée qu'il faut une aspiration très profonde à la paix, au pacifisme, qui est tout à fait légitime. Et je trouve que parfois une aspiration à la paix qui est extrêmement légitime vous empêche toute réflexion un peu stratégique sur ce qu'est une armée, une réforme de l'armée éventuelle. Enfin, je vais arrêter mes commentaires quasiment para-actualité, mais frappez, mais quand vous regardez vous dites, enfin, si vous avez un appareil d'État et une armée qui est par exemple assez peu favorable aux idées de gauche, pour le dire poliment, dans un certain nombre de pays, ça peut arriver, me semble-t-il, enfin, je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça, mais assez peu de gens, de dirigeants de gauche, quel que soit le pays, ont des réflexions sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment devrait-on donner des gages, qu'est-ce qu'on devrait mettre en priorité dans l'armée, les forces de police, etc. Parce que, sauf, il suffit de dire, on dissout l'armée, on dissout la police, bon, ils sont tranquilles, voilà. Mais toutes les étapes intermédiaires sont extrêmement compliquées. Et par exemple, Marx et Engels, donc on aime bien lire, enfin moi je fais des anthologies de Marx, ça se vend toujours très bien, donc on voit qu'il y a un intérêt, par contre formidable. Mais ils ont écrit énormément sur les questions militaires. Engels, il était surnommé le général dans le mouvement socialiste, parce qu'il avait des cartes militaires, c'était peut-être un peu excessif, mais il était vraiment fasciné par les mouvements de l'armée. L'état-major prussien avait même lu ses lettres reconnaissant que c'était un des meilleurs stratèges qui connaissait. Bon, on n'est pas obligé d'avoir non plus l'équivalent, mais c'est une question qui a été complètement délaissée. Et ce qui est frappant par rapport à cette époque-là, évidemment, je suis au courant qu'il n'y a pas eu de guerre entre la France et l'Allemagne depuis un certain temps, et c'est super. Mais donc c'est évidemment, la question est moins saillante. Non, parce que les gens me disent, ah ben vous êtes au courant, oui, non, je suis très au courant, bien sûr. Mais pour autant, le rôle de l'armée et entre guillemets des forces de répression reste une question pleine et entière. Pour des gens de gauche, pour des socialistes, pour la question de démocratisation. Et c'est une question qui est parfois pensée en termes de liberté publique, bien sûr, il ne faut pas que ce soit répressif, bien sûr, mais de réflexion structurelle là-dessus, c'est quelque chose qui a beaucoup reculé. Moi, j'aimerais bien avoir un Jean Jaurès, aujourd'hui, super, mais ce qui est écrit sur l'armée nouvelle, c'est technique, hein, c'est pas un texte, il y a des réflexions sur le patriotisme international qui sont intéressantes, mais c'est assez technique même, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à une armée pour la démocratiser. Je suis frappé que... il n'y a quasiment plus de choses là-dessus. Mais bon, c'est pas moi qui vais résoudre le problème, mais c'est quand même, à mon avis, un des enjeux. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas parler du Front populaire, mais vous vous rendez compte le rôle de l'armée, des forces conservatrices dans l'appareil d'État à ce moment-là, qui vous veulent du mal, parce que vous êtes au pouvoir sur des problèmes progressistes. Une fois que vous avez gagné l'élection, il y a plein d'autres choses à penser. Et si vous n'y avez pas du tout pensé avant, généralement, c'est un peu trop tard pour y penser sur le moment. Voilà. Je m'arrête là sur les réflexions qui sont très encourageantes, vous avez remarqué. Mais bon, voilà, les historiens, souvent, ils ne vous rappellent des expériences qui ne sont pas toujours, uniquement lyriques, bien qu'il y ait quand même, de tout cela, quand même, il y a eu quand même beaucoup d'acquis sociaux et politiques. S'il n'y avait pas toutes ces luttes, tout ça n'aurait quand même pas existé. Donc voilà, bref. Stop. Maintenant, ça va être dans les questions, si vous en avez. Sinon, moi, j'en ai. Mais à vous la parole. Moi j'avais une question, c'est vraiment non pas sur les militants socialistes, mais sur les électeurs socialistes, donc les ouvriers dans les tranchées. Est-ce que, pas forcément à partir de 16-17 où la guerre commence à durer et commence à devenir vraiment dure, même si ça l'était également avant, mais est-ce que, vous parlez du sentiment d'appartenance qui monte au début du XXe siècle, par exemple dans le terme, on ne parlait pas forcément français, est-ce que justement la guerre dans les tranchées renforce encore plus décuple le sentiment d'appartenance et donc, in fine, l'acceptation de la guerre par les ouvriers français? Oui, alors il y a eu pas mal d'études là-dessus. Il y a un double aspect, c'est que oui, par certains aspects, mais le niveau de dégoût, par contre, d'une partie de la population, et notamment des ouvriers sensibilisés au discours socialiste, est tellement fort à la fin de la guerre que, si vous voulez, c'est quelque chose d'un peu contradictoire. C'est qu'il y a un sentiment patriotique qui existe, qui est très fort, mais le congrès de Tours et le succès des communistes dans un premier temps, au début, les communistes sont plutôt à rejeter tout patriotisme. Donc, il y a les deux aspects, si vous voulez. Mais sur la longue durée, oui, alors même, je vous citais les ministres socialistes qui participent au gouvernement, des gens comme Albert Thomas et autres, ce que disent, quelqu'un qui a fait une très bonne thèse là-dessus, sur Albert Thomas pendant la guerre il n'y a pas longtemps, là, qui montre bien que ça aussi, comment dirais-je, si on raisonne en termes d'histoire du dialogue social sur la longue durée, Albert Thomas a essayé objectivement d'avoir des interlocuteurs ouvriers, de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible, donc c'est pas tout noir ou tout blanc.
il y a à la fois un sentiment d'appartenance qui est renforcé, et en même temps, un rejet profond de la guerre chez certaines franges. Et c'est pas forcément les mêmes, alors c'est d'ailleurs intéressant, il n'y a pas d'études absolument exhaustives sur tous les délégués région par région du Congrès de Tours pour essayer de montrer qu'est-ce que pensaient exactement les uns les autres par rapport à ces questions-là. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que les franges vraiment radicalement antipatriotiques restent des franges marginales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, même dans les courants communistes, c'est d'ailleurs pour ça que les communistes sont marginalisés dans un premier temps, c'est que l'antipatriotisme radical du premier bolchevisme touche assez peu de monde en réalité. Oui, vas-y, Manu. Vous avez un peu fait des ponts avec la situation actuelle. Oui, c'est difficile. Ce qu'on remarque, c'est que au début du XXe siècle, les internationales socialistes puis communistes sont très forts. Oui, Une très forte influence je voulais en parler. la vie des partis socialistes, des ministres de Oui. Voilà. Et aujourd'hui, alors qu'on est dans un monde beaucoup plus globalisé, Oui. ce qu'on a remarqué, Complètement c'est d'accord. que dans l'international socialiste, je dirais, ce qui reste des internationales communistes, plus on est dans le pouvoir. Comment vous pouvez, en tant qu'historien, expliquer un peu ce Oui. les intérêts pour les Eh ben, internationales? je dois vous avouer qu'en partie j'ai une réponse très claire, je ne me l'explique pas. C'est que, vous avez raison, c'est une énigme quand même en partie. Vous avez raison, je vais écrire un livre là-dessus sur l'histoire de l'internationalisme où il y aurait ce problème-là à la fin. Comment se fait-il que, alors que c'est beaucoup plus internationalisé, que vous avez un Parlement européen aussi relatif soit-il, etc., finalement, est-ce que vous vous rendez compte, puisque vous parlez d'actualité, est-ce que vous imaginez 2 secondes les partis de gauche français aller demander l'avis de l'international socialiste à ce qui reste des internationales de Verdun, leur avis pour savoir ce qu'ils devaient faire dans les négociations en France? C'est complètement lunaire, personne n'a envie de demander, etc. C'est ultra nationalisé, beaucoup plus qu'il y a un siècle. Alors, il y a quand même plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord que, c'était un des enjeux de ce que je disais tout au départ sur le rapport de la gauche et la nation, c'est qu'il y a eu, dans les années 1990, je m'en souviens, c'était ma jeunesse étudiante, et à la fin des années 90, la plupart des pays européens étaient gouvernés par des sociodémocrates. L'international socialiste avait repris un peu d'ampleur. Je me souviens très bien de la télévision quand Jospin était Premier ministre, quand il s'en est pris à Tony Blair. Parce que le congrès de l'international socialiste c'était à 20h. Vous imaginez voir une image de l'international socialiste à 20h avec Olivier Faure et tout. Il y a 20 ans, hein, c'était pas il y a un siècle. Et il dit, et Jospin avait parlé, cité le marxisme, et il avait dit oui, moi je suis contre la troisième voie, et il y a une voie intermédiaire du socialisme français. Donc ça existait encore. C'était revenu en fait à un stade où c'était encore assez important. Mais le paradoxe, c'est que, comment dirais-je, pour le dire très simplement, mais c'est une hypothèse, que la continuité du libre-échange, de la mondialisation, de toute une série de phénomènes migratoires, il ne faut pas se voiler la face, etc. aussi, tout ça a provoqué une déstabilisation profonde de fractions entières de la population, y compris dans les rangs socialistes, de ce qui reste des partis communistes et autres, et que du coup, on s'accroche à ce qui reste, qui est beaucoup plus modeste en termes d'appareil, beaucoup plus en termes de militants, et que paradoxalement, alors que vous pouvez avec votre téléphone avoir les nouvelles de la vie politique en Chine, à Singapour, à New York en 30 secondes, eh bien, ça vous intéresse beaucoup moins que des délégués socialistes il y a un siècle. Mais la rétraction totale des organisations de gauche et du travail qu'ils faisaient, même implicite, le travail, c'est pas juste, ils n'étaient pas là à asséner tous les matins, vive l'international, c'est que, en fait, c'était au moins jusqu'aux années 90, dans le monde post-soviétique, chez les sociodémocrates avaient gardé ça. Ça avait une importance, mais comme ils ont perdu quasiment tous les gouvernements, qu'il y a eu des alternances, et que la construction européenne est profondément rentrée en crise, tout ça n'a plus valeur de repère sur quoi que ce soit. Et vous pourriez multiplier le Parlement européen, souvent le Parlement européen, pour les parlementaires français, est vécu comme quelque chose de une relative relégation, ou quelque chose d'un choix, un plan B, par rapport aux parlementaires français, alors qu'on pourrait croire que c'est quelque chose de plus prestigieux, parce que c'est une instance supranationale et autres. Donc, rétraction des organisations dans la dernière période, détestation quand même de l'international, notamment chez pas mal de fractions des classes populaires. Enfin, je veux dire, on ne peut pas disserter en permanence sur le vote du Rassemblement national et ne pas constater ça. Et ça atteint des franges
qui auparavant étaient socialisés quand même par davantage les partis socialistes et partis communistes. Pas que, mais tout de même. Donc du coup, ouais, on a atteint, c'est jamais arrivé effectivement dans l'histoire, je pense que vous avez raison, le paradoxe entre le discrédit total des structures supranationales des organisations socialistes, de type social-démocrate, et dans un monde qui est pourtant formellement plus mondialisé, mais où la détestation de l'international est beaucoup plus forte. Parce que vous pouvez avoir une détestation de l'adversaire, France-Allemagne avant 14, mais je ne sais pas si l'idée d'international, de cosmopolitisme, etc., comme vision un peu abstraite mais future, et comme ça n'existait pas, était aussi détestée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et alors, le paradoxe, c'est que, mais c'est peut-être pas un paradoxe, c'est peut-être une démonstration, c'est que les partis nationalistes en Europe sont mieux structurés au niveau international maintenant que les partis de gauche. Donc c'est-à-dire une sorte d'internationalisme, des nationalismes qui fonctionne presque mieux. Donc, mais parce que ça correspond à la... En fait, il faut détester l'international pour avoir une structuration internationale. Enfin, ça devient compliqué à expliquer en français, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser et qui effectivement n'est pas abordé. Pour parler, je me tais après, mais d'actualité, parce que moi je regarde ça m'arrive d'être interrogé sur ces trucs-là, donc je suis obligé de me cogner les déclarations passionnantes de tout le monde, bref. Mais sur les modèles internationaux, si vous regardez les courants politiques récents, socialistes, communistes, insoumis, où vert ça m'intéresse, j'ai plus de mal à m'y intéresser, mais bref, ça c'est une pathologie personnelle. Bref, comme ça. Ça n'est pas du mouvement ouvrier historiquement, donc il y a un problème. Ouais. Mais non, mais sérieusement, vous avez des occurrences furtives à un modèle international. Tout le monde se prend, ouais, une époque avec Venezuela, etc. Puis après, au moindre problème, je ne dis pas que le Venezuela c'était super, hein, mais ça disparaît complètement des horizons. Vous avez vu, il y a un étudiant, comment il s'appelle, qui a publié son mémoire là, sur Podemos. Parce que j'avais relu le truc pour un éditeur, en bref, qu'importe. Ouais, Vincent Dain, c'est ça, exactement. Tout à fait, ouais, voilà, mais c'est moi qui avais. Non, mais j'avais. J'ai discuté de ce moment avec la Fondation Jean Jaurès pour un prix. Il n'avait pas eu un prix, mais du coup, on l'avait soutenu pour un autre truc. C'était très intéressant parce que. Donc, il parlait du fonctionnement de Podemos, puis il y avait toute une partie dans la mémoire d'origine, sur les références à Podemos. Et là, il y a une très courte période où la gauche française, la gauche allemande, etc., Podemos, c'est absolument génial, etc. Et dès qu'il recule un peu électoralement, plus personne n'en parle. C'est la caricature, c'est l'anti-débat. En fait, quand ça marche, on prend, et quand ça marche plus, le truc disparaît. Mais je prends un autre, il y en aurait plein d'autres, mais c'est... Comme Mélenchon s'intéressait beaucoup à Die Linke à l'époque. Oui, voilà, alors voilà, ça j'avais suivi. Oui, bien sûr, non, je ne voulais pas accabler toujours les mêmes, donc voilà, mais oui, tout à fait. Bien sûr, sur des lignes, je peux vous dire, moi je suis germaniste, je connais très bien, j'étais en Allemagne il y a peu de temps pour essayer d'expliquer à des Allemands la situation politique française. Bon, en plus, mon allemand est un peu rouillé après 2 ans de confinement, donc c'était vraiment pas évident. Mais sérieusement, le niveau, par exemple, de désintérêt réciproque, alors qu'à l'époque, vous savez, il y a des meetings, La Fontaine, Mélenchon, etc., et complètement et personne ne s'intéresse à ce qui se passe en Allemagne, là, globalement. Enfin, je veux dire, c'est dans la vie politique concrète de la gauche allemande, c'est très... il y a eu une tentative de populisme à la Mélenchon, un peu qui a complètement raté, avec Wagenknecht, etc. Mais c'est pas du tout des choses qui sont discutées. Enfin, moi, ça me... Voilà, vous avez touché un point sensible. Et vous savez, j'ai un copain qui travaille sur les débats entre PCF et PCI dans les années 1970, les bulletins intérieurs et tout. Et lui me dit, c'était des ouvriers, plus, même si c'était bureaucratisé, 15 organisations, et il dit l'impression que ça donne, c'est que, et lui il parlait de l'Italie, il connaît très bien l'Italie actuelle, où c'est vraiment catastrophique, à gauche, c'est vraiment, si vous voulez avoir une image de ce que peut être le pire en France, non, prenez l'Italie, une image, c'est horrible. Et le PC italien, en fait, s'intéressait vraiment à des débats internationaux. Même dans les cellules, il y a des comptes rendus, etc., de base, il y avait des trucs, le modèle soviétique, est-ce que c'est encore valable, les Français, ils font autre chose, hein. Ça paraît complètement... Et c'était structurel. C'est pas parce qu'il y avait un déclin d'un parti, oh ils sont plantés, allez hop, on coupe tout, on arrête, on va chercher un pays à l'autre bout du monde, on va arrêter. Ça c'est... Mais bon, il y a peut-être l'immédiateté, on peut dire les réseaux sociaux, toute une série de choses, mais c'est pas anodin en tout cas. L'international est présent, mais totalement instrumental en fait. Donc c'est... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement un peu différent chez les communistes, avec le regain d'intérêt que prend la FSM en ce moment dans une partie de la CGT, et puis même le soutien qu'il y a toujours eu pour Cuba, qu'ont eu les communistes, et aussi un peu la Palestine, et qui est
de l'apparition de ces problèmes aujourd'hui, et ça, sans arrêt. Est-ce qu'ils n'ont pas une plus grande... Oui, ça c'est vrai qu'il y a une plus grande constance qui est liée à l'origine du communisme lui-même, hein, qui est entre guillemets un produit qui est lié, très lié à une conjoncture internationale. Et c'est vrai que oui, vous avez raison, il y a plus de maintien, notamment de groupes ou sous-groupes au PC qui vont un tel s'intéresser à la Palestine ou à Cuba, tout simplement parce que en fait c'est des organisations, c'est une organisation militante qui demeure assez forte au niveau de ses militants, où il y a des associations locales qui vivent, où certains font vivre par exemple des associations de solidarité avec Cuba, mais pour faire des voyages, des trucs un peu d'échange, mais qui ont une origine politique, donc ça se maintient effectivement un petit peu mieux, absolument, tout à fait. Mais oui, il y a parce que maintenant, tous les parlementaires de gauche sont dans des groupes d'amitié avec des pays étrangers. Mais prenons un bon exemple. Le Chili, il y a un gouvernement de gauche, il y a tout le monde, il y a les communistes, les socialistes, qui a eu vaguement, on dit ouais c'est bien, au Chili il se passe un truc, bon après j'ai pas l'impression que c'est fait. Et à l'Assemblée nationale, le groupe France-Chili est présidé par un député de la France Insoumise. Donc on pourrait dire que ça pourrait infuser, j'ai pas l'impression que ça, je ne dis pas qu'on faudrait en parler tous les 4 matins, mais ça n'a pas souvent d'effet effectivement sur les discussions qu'il pourrait y avoir. Et c'est intéressant parce qu'en plus, comme on est dans normalement des discussions où il y a des modèles stratégiques, on pourrait se dire, les exemples internationaux pourraient revenir, remarquez, personne ne se réfère à aucun modèle stratégique ailleurs, etc. Mais c'est pas forcément mieux dans les autres pays, pour se rassurer. Mais... Il y a un échec aussi de certaines expériences faites américaines dans les années 2010 qui fait qu'aujourd'hui, je pense que les partis ont un peu plus de mal. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est le problème, c'est que l'échec n'est pas réfléchi ou médité. Ça marche pas, donc on arrête de trop regarder. Quoi. Podemos, c'est quand même. Podemos, je vous assure, hein, j'ai regardé de près un certain nombre de trucs. C'est vraiment. C'est le truc, voilà. Et après, ça disparaît complètement du radar en peu de temps. Quand ils se rendent compte que les socialistes sont encore devant Podemos. Quoi. Donc c'est dommage, parce qu'en plus la réflexion qu'avaient amené les groupes de type Podemos n'était pas inintéressante par rapport à la crise des partis politiques. Donc ça pouvait... mais voilà. Mais c'est plus, je veux dire, moi je suis pas porte-parole de qui que ce soit là, donc, mais je constate plus le fait que tout ce qui est problèmes internationaux sont souvent quand même... c'est pas du tout au cœur des projets, etc. Alors que, d'une certaine manière, entre guillemets, le bloc libéral bourgeois a son projet européen favorable à l'Europe et ils militent pour ça. Enfin, ils ont un côté, ils mettent le drapeau européen, ils mettent l'Union européenne et ils disent on va se battre. Enfin, je sais pas du tout mon truc, hein. Mais oui, mais c'est visible et perceptible même par les masses. Vous voyez, c'est face au nationalisme de tous bords, nous sommes ceux qui porteront la structure, etc. Et c'est vrai que nous, en face, on n'a souvent pas un truc international un peu alternatif. Enfin, je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est pas anodin que les crises des organisations de gauche correspondent aussi à une crise d'un projet un peu plus global, quoi, quand même. Parce que, quand même, on en a parlé, tout ça c'est quand même constitué historiquement au nom d'une internationale avec un grand I. Donc quand vous n'avez plus du tout, il y a une partie de votre ADN qui n'est plus là, quand même. Je ne dis pas qu'il suffit de claquer des doigts en reconstituant, mais ça dit quelque chose. Quoi. Donc, là, il y a les structures, il y a des groupes parlementaires européens, il y a même des fondations qui en sont liées. Mais la plupart des militants ne connaissent même pas l'existence des trucs. Quoi. C'est pas de leur faute, hein, mais c'est un constat. On est au niveau de temps, alors je ne suis pas le mettre. Oui, non, oui, c'est vrai. Il y a des exercices, il y a encore quelques questions. Une question beaucoup moins actuelle, Non, c'est sur la conférence de Zimmermann. Oui, Est-ce que c'est une reconstruction un petit peu a posteriori, ou est-ce que sur le moment elle a un impact Voilà. Alors, donc, oui, j'avais fait le centenaire de la conférence de Zimmermann en décembre 2015. Il y a eu pas mal de trucs. Ça a été intégré à un village plus grand en Suisse maintenant, mais qu'importe. Non, Zimmermann à l'époque, c'est quelque chose qui regroupe une poignée de délégués internationalistes, hein, qui d'ailleurs sont très peu d'accord entre eux. Hein. Donc il y a une gauche zimmermandienne, hein, qui est plutôt d'obédience bolchevique, pas que d'ailleurs, mais bref. Non, c'est vraiment des courants très minoritaires, clandestins, qui vont en Suisse parce que c'est l'endroit où ils peuvent se rendre. Donc ça n'a pas d'impact fort à ce moment-là.
c'est pas totalement anecdotique non plus chez les courants qui s'intéressent à tout cela, mais c'est pas, non, c'est pas, ça a été construit ensuite, par contre, comme un tournant, quasiment les origines de l'international communiste. C'est exagéré, c'est-à-dire que les écoliers soviétiques, les 70, tout le monde connaît, ils ne savaient même pas où placer la plupart des capitales européennes, mais ils savaient qu'il y avait Tim Horvath en Suisse, quoi. Voilà, ça a été construit par contre comme quelque chose, un lieu de mémoire, parce que c'était là où j'aurais pu en parler, mais c'était là les Français qui étaient, c'était plutôt des syndicalistes, hein, qui montrent la configuration française particulière. Autre question? On va pouvoir s'arrêter là, je pense. Non? Rien? Bon. Allez, bon, allez, c'est bon. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous.